Au Sénégal, bienvenue dans le grand journal de la mi-journée. Souleymane Niang. Au sommaire, la douleur et le désarroi de la famille de l'émigré sénégalais tué en Espagne dans la nuit du dimanche au lundi dernier. Vous entendrez son frère cadet avec notre correspondant à Ziguinchor. Pas de manifestation de soutien à Farbangom et Tahirou-Sarr ce matin. Le sous-préfet des Agnam a interdit le rassemblement pour menace à l'ordre public. Les partisans des deux hommes assurent qu'ils vont poursuivre le combat. Nous reviendrons sur la décision du gouvernement de suspendre et d'annuler plusieurs lotissements à Dakar, Thiès et Saint-Louis. Parmi eux, celui de Ndiébène Gandiol. À suivre la réaction du deuxième adjoint au maire de la localité. Et puis notre dossier du jour sur la réaction de la société civile sur l'abrogation partielle de la loi d'amnistie via une proposition de loi interprétative. Notre rubrique point de vue à la fin de ce journal, nous reviendrons sur la déconvenue du président de la Fédération sénégalaise de football qui a échoué lors de l'élection des représentants de la CAF au comité permanent de la FIFA. Nous parlerons plus généralement football avec nos deux intervenants du jour. À la mise en onde de ce journal, Aliouba. Souleymane Niang. Nous vous en parlions sur cette antenne lors de nos précédentes éditions. Ce Sénégalais tué en Espagne, Abdoulaye Kane, originaire de Ziguinchor. Sa famille est plongée dans un total désarroi. La victime laisse derrière elle, en effet, une femme et deux enfants. Lamine Ba, notre correspondant à Ziguinchor, a pu joindre le frère cadet de la victime. Vous allez le voir, la famille dit avoir perdu en soutien et réclame une enquête pour déterminer les véritables causes du drame. Le Sénégalais résidant en Espagne, tué dans des circonstances non encore élucidées, se nomme Abdoulaye Kane. C'est son frère cadet, Mamadou Kane, qui a eu la lourde charge d'informer la famille de la triste nouvelle, après en avoir été informé à son tour par un des proches de la famille au téléphone. C'est un de ses amis qui était à qui il a passé presque 19 ans en Espagne là, qui m'a appelé par téléphone pour m'annoncer le décès. Quand je lui ai demandé comment ça se passe, il m'a dit que bon, c'est dans son lieu de travail que cette personne cagoulée l'ont trouvé là-bas pour tirer par balle, plusieurs balles en fait. Et d'après le témoin qui a eu à découvrir le corps, il a découvert aux environs de 7 heures comme ça, 7 heures du matin. C'est ça que nous avons eu comme information pour le moment. Mamadou Kane parle d'un désastre familial pour les Kane, car Abdoulaye était non seulement soutien de famille, mais il laisse derrière lui une veuve et deux orphelins. Bon, actuellement, bon, c'est un peu difficile, parce qu'il a laissé ici sa femme avec ses deux enfants, tu vois. Alors, en plus aussi, il était l'aîné de la famille, tu vois. Nous comptons beaucoup sur lui, en fait. Il laisse ici sa femme, les deux enfants. C'est difficile. Dans l'urgence, ce que les Kane réclament, c'est de disposer du corps pour les besoins de l'inhumation, mais la famille dit avoir en ligne de mire des actions à entreprendre pour mener le combat sur le plan judiciaire. Bon, ce que nous comptons pour le gouvernement du Sénégal et de l'Espagne, c'est de nous parvenir le corps, de nous parvenir le corps le plus rapidement possible. Bon, on est en train de discuter entre nous pour voir, mais je pense que essayer d'ouvrir aussi une enquête afin de trouver le pourquoi il a été tué aussi, ça va nous arranger. Essayer de voir le pourquoi il a été tué, ça aussi, ça pourra nous soulager en fait. Mamadou Kane, ce Sénégalais résident en Espagne, est décédé dans des circonstances encore floues. Pendant ce temps, parents et proches sont plongés dans un profond chagrin. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. À Matam, il est 12h04. La manifestation prévue ce matin par les partisans de Farbangom et Tahirou-Sarr a été finalement interdite par le sous-préfet des Agnam. Il évoque des risques de troubles à l'ordre public, mais les partisans des deux hommes actuellement en prison parlent d'acharnement et comptent poursuivre le combat. Ali Bandelnian. Il n'y a pas eu de marche ce jeudi dans les rues de la ville de Horefondé. La manifestation de soutien à Tahirou Sarr et au député Farbangom a finalement été interdite par l'autorité administrative locale. Une grande déception des populations de la zone du Bosséa qui projetaient un grand rassemblement manifestaient leur soutien à cela considéré ici comme étant les deux principaux acteurs au développement. Abdoul Djibindiaï est l'adjoint au maire de Horefondé. C'est une déception totale pour toute la population. Les motifs évoqués sont infondés, étant donné qu'on avait déjà pris les mesures, parce que nous ne sommes pas là pour casser, nous ne sommes pas là pour faire du vandalisme, nous sommes là juste pour apporter notre soutien aux deux dignes fils du Bossa qui ont beaucoup fait pour nos villages, pour les associations. Vous ne pouvez pas mesurer cette déception, mais aussi on prend acte, étant donné que
c'est un acharnement que ce régime continue à faire. D'après même les informations reçues, dire qu'une photo de Farbangom figure dans l'affichage, c'est pourquoi on interdit la marche. On se demande, nous sommes dans quel pays? Nous sommes des Sénégalais. On doit à une marche toujours s'acharner sur les gens, d'intimider. Mais quand même, nous prenons acte. On ne va pas laisser, on va continuer. C'est un combat politique. Le calme règne donc depuis ce matin à Orefondé, tout comme à Agnam, où l'impressionnant dispositif des forces de la gendarmerie nationale veille au grain. Les initiateurs de la marche, interdite par le sous-préfet des Agnam, qui ne déchante pas, comptent déposer à nouveau une nouvelle demande sur la table de l'autorité. Matam, Ali Bandania, RFM. RFM, partout, tout le temps. Revenons maintenant sur la décision du gouvernement de suspendre des attributions ou d'arrêter momentanément ou alors d'annuler des lotissements, que ce soit dans la région de Dakar ou dans la région de Thiès et même à Saint-Louis, avec notamment la suspension des attributions de parcelles à Ndiébène Gandiol, décision annoncée en Conseil des ministres hier. Voici la réaction des autorités locales de Gandiol. Le deuxième adjoint au maire, Mamadou Ndiaye, dit ne pas comprendre les motivations de la décision. Il précise que la commune n'a jusque-là attribué aucune parcelle sur le titre foncier 136 qui appartient au domaine de l'État. Les autorités locales de Gandiol informent que la seule partie du TF en question a été empruntée pour reloger les sinistrés de l'avancée de la mer à Doun Babadjei et Pilote Bar. Écoutons à ce sujet Mamadou Ndiaye, deuxième adjoint au maire de Ndiébène Gandiol. Il est au micro d'Ousseynou Diop. Il s'agit du TF 136. Ça relève du domaine de l'État, mais le domaine de l'État, c'est du ressort de l'État. Donc, nous, en ce qui nous concerne, à notre arrivée avec le régime de Pape Ndiaga Fall arrivé en 2022, nous avons demandé le recasement de la population de Pilote Bar et du Doun Babadjei. Ces populations-là ont été impactées par l'avancée des eaux et il fallait les reloger et les recaser au niveau de cette TF 136. Ce dossier-là est toujours en cours. On l'a demandé au niveau supérieur et on demande qu'on nous octroie ces terres-là pour qu'on puisse reloger ces populations impactées par le changement climatique. Mais hormis cela, nous n'avons pas déposé des morcellements ni des parcelles à ce que je sache. Maintenant, s'il y a des parcelles qui ont été morcellées ou bien des parcelles qui ont été attribuées ou bien une procédure d'attribution, ça on l'ignore et nous aimerions également savoir à quel niveau ça se trouve et à qui ces dossiers-là ont été gérés pour qu'on sache davantage ce qui se passe au niveau de nos terres-là dans la commune de Ndiébène Gandiol. Dans la région de Dakar, Keur Massar Nord, les habitants des unités 14 et 15 des parcelles assainies se disent inquiets suite à l'arrêt des travaux de canalisation de la zone. Fer, béton et trous abandonnés qui aujourd'hui constituent un danger pour les populations. Elles interpellent les autorités dans cette correspondance signée Aminata Ba. Aminata Ba, qu'on entendra dans un instant. Avant cela, parlons de l'immatriculation des 2 roues. L'opération prend fin ce jeudi 13 mars. C'est le rush à Thiès où les concernés continuent à demander une prorogation du délai. Rien que pour la région de Thiès, plus de 10 000 motos doivent être immatriculées selon le président des conducteurs de taxi Moto Jakarta, Cheikh Anta Diop. Le service des mines de Thiès a fait le plein des bousculades de ça et là. Certains conducteurs de taxi Moto Jakarta venus en retard essaient de semer le désordre pour accéder au lieu de dépôt. Pour Abdoulaye Ndoye, le secrétaire général des conducteurs de taxi Moto Jakarta de Thiès, si les conducteurs de Moto Jakarta avaient respecté le délai, ils ne seraient pas dans cette situation. Oui, il y a beaucoup de monde parce que c'est le dernier virage. Ouais. Le service des mines doit arrêter le 13 même. Il y a beaucoup de conducteurs de Jakarta qui viennent, mais c'est sûr qu'il y en a d'autres conducteurs de Jakarta qui sont dehors et qui veulent être régularisés. CMC nous demande photocopie carte d'identité importateur légalisé, photocopie carte d'identité le propriétaire légalisé, acte de vente légalisé. Mohamed est venu au service des mines depuis 5 heures du matin. Il veut apporter main forte à ces jeunes. Effectivement, il y a des gens qui viennent loin,
qui ne connaissent rien du sous-sol. Ils vous demandent, vous leur direz, vous vérifiez leur fiche, leur dossier. Si ça manque quelque chose, vous leur demandez d'aller le prendre et de revenir. Des difficultés évoquées font dire aux conducteurs de 2 roues que le délai est très court. Vous avez vu, il y a un monde fou. Il y a d'autres qui ne sont pas encore là. Je te jure, d'ici 1 an, le problème ne sera pas réglé. La cause est bien entendu, les autorités en charge du transport sont interpellées. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM, la radio de toute l'actualité. Venons-en maintenant à notre dossier du jour au sujet de la proposition de loi portant interprétation de la loi d'amnistie. La société civile demande une abrogation totale de la loi pour rendre justice aux victimes. Elle déplore toutefois les positions partisanes de certaines formations politiques. Un dossier réalisé par Salimata Aour. La loi d'amnistie votée le 6 mars 2024 suscite encore des débats après des propositions de loi au sein de l'hémicycle. Pour Moundiaï Sissé de l'ONG 3D, il faut simplement abroger cette loi pour rendre justice aux victimes. Il fallait aller vers une abrogation totale de la loi d'amnistie pour faire la totale lumière sur ce qui s'est passé entre 2021 et 2024. Trop d'innocents tués, trop de maisons incendiées, trop de victimes collatérales. Donc, toutes ces personnes-là doivent être entendues et la lumière faite sur la question. Sinon, ça donnerait l'impression d'une justice à 2 vitesses, d'une justice des vainqueurs, d'une justice qui voudrait protéger les uns et incriminer les autres, ce qui ne serait pas tolérable dans ce pays. Cette loi couvre tous les actes susceptibles d'être qualifiés de crimes ou délits. Alassane Seck de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme estime que la polémique est inutile et la position partisane regrettable. Regretter cette polémique et on aurait pu éviter ça parce que je pense que c'est une demande sociale d'abroger cette loi d'amnistie. On aurait pu donc arriver à des consensus forts, éviter de donner l'impression qu'il y a des positions partisanes, éviter de donner une impression qu'il y a une lutte contre l'impunité qui n'était pas achevée. Donc nous pensons que le gouvernement, la majorité présidentielle aurait peut-être accepté une discussion plus large, donner moins l'impression que c'est une position partisane, qu'on s'occupe de ces partisans. Et c'est assez mal compris par une bonne partie de la population et on aurait souhaité qu'il y ait une ouverture, une discussion plus large qui aurait donné l'impression que c'est une lutte réelle contre l'impunité. Après la proposition du député Thierno Alassane Sall, Amadouba de Pastef a pour sa part suggéré une loi interprétative, ce qui crée de vives polémiques sur la volonté exacte du régime en place concernant cette loi d'amnistie. Salimata Aou, 12h12 à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Les étudiants ressortissants de Touba sur le point d'être expulsés de leur appartement. Ils doivent plusieurs mois d'arriérés à leur bailleur. Une situation qui risque de compliquer l'arrivée d'une centaine de nouveaux bacheliers de Touba orientés cette année à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Samba Faye, le président de l'amicale des étudiants ressortissants de Touba à Ziguinchor, au nom de ses camarades, il lance un cri du cœur. Ces propos sont recueillis par la Minba. Nous tenons ce point de presse pour sonner l'alerte sur la précarité qui sévit l'amicale des étudiants ressortissants de Toubambaké à Ziguinchor. En effet, du point de vue du grand nombre que constitue la dette amicale et l'acquisition d'un gros lot d'orientation de nouveaux bacheliers cette année, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation inquiétante dans un souci de leur loger dans des appartements qui répondront aux exigences de leur nombre. Toutefois, nous tenons à vous rappeler que nous avons perdu l'un de nos appartements par faute de moyens financiers. En plus, on a 6 mois arriérés. Cette situation résulte du retard des subventions, du manque de considération et du laxisme de nos autorités locales. Nous tenons à témoin l'opinion des risques que nous courons de cette situation malheureuse. Les nouveaux bacheliers de Toubambaké qui vont venir ne méritent pas un traitement défectueux qui découlerait de notre incapacité financière devant l'indifférence de nos autorités locales. Cela peut augmenter le taux d'abandon. En grosso modo, voilà ce qui nous a poussé à tenir cette sortie. Nous lançons un appel solennel à la population de Toubambaké et à nos autorités de prendre en compte nos doléances et de bien vouloir nous apporter des solutions urgentes au secours de leurs enfants qui se battent pour un lendemain meilleur de leur pays, mais également pour le développement de leur ville natale.
Je vous le disais tout à l'heure à Keur-Massar, c'est l'inquiétude des habitants des unités 14 et 15 des parcelles assainies suite à l'arrêt des travaux de canalisation de la zone. Ces habitants interpellent les autorités. Dans cette correspondance signée Aminata Ba. L'arrêt des travaux de canalisation au quartier unité 14 et 15 des parcelles assainies de Keur-Massar Nord met les habitants dans une inquiétude totale. Des canaux à ciel ouvert qui laissent entrevoir des fers à béton dans un air pollué par une odeur nauséabonde. Sadengom, habitants de l'unité 14, s'en désolent. On est inquiet par rapport à la population, par rapport aux petits qui n'arrivent plus à vaquer à leurs besoins parce qu'ils courent un danger permanent à cause des canalisations qui ont été entamées. Ces canalisations ont créé un danger permanent parce que des canalisations larges de 2 mètres de profondeur entre unité 14 et Boune, il y a des handicapés, des malades qui n'arrivent plus à sortir de leur maison. Une situation que ces habitants vivent depuis plus d'1 mois et selon eux, c'est l'entreprise CDE qui est en charge des travaux. Ce qui nous inquiète, la société qui s'était chargée d'accomplir ces travaux ont quitté sans qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Ces temps-ci, on a observé que même le matériel qui est stocké ici pour continuer les travaux, ils commencent à les récupérer. Ces habitants de Keur-Massar Nord, qui craignent également pour leur santé, demandent aux autorités de faire de leur possible pour l'achèvement de ces travaux. Mamadou Ngom. Voir ces travaux en arrêt, ça nous brise le cœur du fait de l'ouverture de ces canalisations qui présentent un danger extraordinaire. Nous ne sommes plus en sécurité. Nous alertons le maire. Nous voulons à ce que ces travaux soient acheminés et livrés afin que nous puissions vaquer proprement à nos occupations. Ces habitants des unités 14 et 15 des parcelles assainies de Keur-Massar Nord sollicitent aussi la reprise des travaux des bassins de rétention 4 et 5 à Amdalaï entamés en 2021 afin de lutter efficacement contre les inondations dans la zone. Aminata Ba, Keur-Massar, Radio Média. 12h, un peu moins de 17 minutes, ce 13 mars, c'est la journée mondiale du rein. Une occasion pour rappeler l'importance de cet organe et la prévention des maladies qui peuvent l'affecter. Le thème de cette année, comment vont nos reins? Et le président de la Société sénégalaise de néphrologie, de dialyse et de transplantation alerte sur l'ampleur des maladies rénales et le coût de la prise en charge. Selon le professeur Abdounian, il y a plus de 850 millions de personnes qui souffrent de maladies rénales et le coût du traitement est estimé à 12 millions de francs CFA par an. Il faut de la prévention. Il est joint par Awambaye. Le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la journée mondiale du rein. Le thème de cette année est une question que tous les Sénégalais doivent se poser. Est-ce que vos reins fonctionnent normalement? Détectez tôt pour prévenir la santé de vos reins. Pourquoi? Parce que la prévalence de la maladie rénale est aujourd'hui extrêmement inquiétante dans le monde. Il y a plus de 850 millions de personnes qui souffrent de maladies rénales. Et si rien n'est fait, d'ici 2030, la maladie rénale sera la 5e cause de décès. Alors, il faut savoir que la maladie rénale est dénommée le tueur silencieux. Pour la bonne et simple raison que, au début de la maladie, aucun symptôme ne se manifeste chez le malade. Et il faut détruire 90% de sa fonction rénale pour commencer à sentir les premiers signes. Et vous savez tous que le coût du traitement de l'insuffisance rénale, environ 12 millions de francs chaque année, est insupportable pour nos populations comme pour nos gouvernements. Ainsi donc, il faudra lutter par la prévention et en informant et en éduquant par des mesures qui sont simples mais extrêmement efficaces. Pour une pérennisation des opérations de transplantation rénale au Sénégal, il faut un financement pour aider les structures hospitalières qui ont un agrément. Face à la forte demande, il faut multiplier les chances de transplantation aux hémodialysés. Le Conseil national du don et de la transplantation affiche son optimisme pour l'avenir de la greffe rénale au Sénégal. Awambaye.
Comparé au coût de la dialyse sur une longue durée, la transplantation rénale est considérée moins chère, selon le professeur Farika, néphrologue et président du Conseil national du don et de la transplantation. En termes de coût, je pense qu'il n'y a pas de photo entre la dialyse et la transplantation. Juste vous donner un exemple. Quand vous transplantez quelqu'un, le coût d'une dialyse, c'est l'équivalent de la prise en charge au moins de 2 patients transplantés à la 2e année, au minimum. Au bout de la 3e année, ça peut même être l'équivalent de 3 malades suivis de 3 malades transplantés. La transplantation redonne une dignité à la personne. Depuis 2023, juste 4 greffes rénales ont été réalisées au Sénégal et pour qu'il y ait d'autres, il faut financer la transplantation. Pour le moment, la transplantation rénale, on peut dire que c'est presque à l'arrêt. Parce qu'il y a 2 structures qui ont l'agrément. Il y a l'hôpital général Idriss Pouye qui a bientôt 1 an qui n'a pas commencé. Il y a le consortium Agimo Dante qui avait commencé qui est également à l'arrêt. Parce que c'est un problème de prise en charge des patients. Maintenant, actuellement, nous sommes en train de travailler avec le ministère de la Santé pour voir dans quelle mesure un financement sera trouvé pour que les malades soient pris en charge. La demande est énorme. Nous sommes assaillis, il y a tout le temps des coups de fil, les gens veulent donner à leurs parents, mais il y a quand même un frein parce qu'il faut un financement. Et c'est l'État qui doit financer, estime le professeur Farika. Ce que nous avons proposé, c'est un financement graduel. Chaque année, mettre un budget, ça peut être 200 millions, 500 millions, et puis qu'on va augmenter progressivement. Mais un hôpital ne peut pas financer la transplantation, c'est absolument impossible, parce que sinon, il va le faire au détriment des autres activités. Le président du Conseil national du don et de la transplantation rénale se dit confiant pour le financement des activités de greffe rénale au Sénégal. Il rappelle que l'État a déjà beaucoup investi dans la disponibilité de la dialyse et de sa gratuité dans tout le pays. Et puis avant de boucler la première partie de cette édition, cette note nécrologique, le gospel sénégalais en deuil. Une icône est partie ce matin, le chantre Bernard Sissa. Aux côtés d'autres jeunes catholiques comme Fulgence Gakou, il a balisé le chemin pour l'éclosion de la musique gospel au Sénégal. Anna Rocha. Auteur, compositeur, producteur, Bernard Sissa ne faisait pas du gospel, mais il vivait le gospel, car pour lui, le gospel, c'est l'évangile. Yesula. Jamais, jamais sans Jésus, chacune de ses chansons révélait sa quête d'une plus grande connexion avec le Créateur pour mieux toucher les cœurs. En 2023, l'artiste avait d'ailleurs décidé de changer de son nom de scène. Bernard Sissa devient Ben Sissa, béni de Dieu, qu'il avait à l'époque expliqué, adopté à la suite d'une révélation divine. Après une première expérience dans la musique afro, c'est par la suite qu'il décide de se consacrer petit à petit à servir le Seigneur grâce à la musique. Natif de Dakar, Ben Sissa était âgé de 45 ans. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Fama Dione. Bonjour. Bonjour Suleiman. Burkina Faso, de nombreux civils victimes de massacres dans l'ouest du pays. Des exactions contre des civils ont été commises dans l'ouest du Burkina Faso en début de semaine. Entre Bobo Dioulassou et Nouna, plusieurs villages ont été rasés par les forces militaires burkinabées. Selon certains témoignages, les exactions se poursuivent encore, si bien que le nombre exact des victimes de ce massacre est à ce stade encore impossible à déterminer. La version véhiculée par les supporters de la junte burkinabé justifie ces massacres contre des voleurs de bétail et des complices de terroristes que 3 bataillons d'intervention rapide auraient neutralisés avant de récupérer le cheptel Suleiman. Mali, libération d'un proche de l'imam Mahmoud Dicko. Daouda Magassa est un proche du célèbre imam Mahmoud Dicko, figure tutélaire d'un mouvement de contestation qui a précédé la chute du président civil Ibrahim Boubacar Keïta, renversé par un coup d'état militaire en 2020. Il a été enlevé le 5 février par des hommes armés non identifiés. Selon ses proches, son enlèvement est survenu dans un contexte marqué par l'annonce du retour le 14 février au Mali de l'imam Dicko, qui est donc installé en Algérie depuis décembre 2023. Celle-ci avait finalement été reportée. Niamey et Abuja, qui cherchent à apaiser leurs différends diplomatiques dans un contexte régional en recomposition. Le ministre nigérien des Affaires étrangères de la coopération a rencontré l'ambassadeur du Nigeria à Niamey, Salimata Aou.
Moins de 2 mois après le retrait officiel des pays de l'Alliance des États du Sahel AES de la CEDEAO et au lendemain d'une mission diplomatique ghanéenne visant à rapprocher l'AES de l'institution régionale, le Niger et le Nigeria tentent de renouer le dialogue. Le ministre nigérien des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Bakari Yahou Sangaré, a reçu mercredi l'ambassadeur du Nigeria à Niamey, Mohamed Sani Ousmane. Cette rencontre s'inscrit dans un climat diplomatique encore marqué par les tensions entre Niamey et Abuja, notamment sur les questions de sécurité transfrontalière. Selon la diplomatie nigérienne, les échanges ont porté sur la coopération bilatérale avec un accent particulier sur la lutte contre la criminalité et le terrorisme. L'un des points sensibles abordés concerne le nouveau dispositif de contrôle frontalier mis en place par le Nigeria. Suscitant des préoccupations du côté nigérien, les deux parties ont convenu de l'importance d'une concertation sur l'utilisation de ce dispositif tout en réaffirmant la nécessité d'une collaboration accrue face aux défis sécuritaires communs. Les relations entre Niamey et Abuja ont été mises à rude épreuve depuis l'arrivée au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie en juillet 2023, avec notamment le soutien du Nigeria aux sanctions de la CEDEAO et la menace d'une intervention militaire. Malgré ces différends, des efforts de rapprochement ont été observés, comme la visite à Niamey le 28 août 2024 du chef d'état-major des armées nigériennes qui avait abouti à la signature d'un protocole d'accord sur la coopération sécuritaire. Salimata Aou, ce sommet extraordinaire des dirigeants des pays membres de la communauté de développement d'Afrique australe qui va se tenir en visioconférence jeudi 13 mars, un sommet présidé par Emerson Mnangagwa, le chef de l'État du Zimbabwe. La réunion va notamment tenter de clarifier le sort de la force armée déployée par l'organisation dans l'est de la RDC en proie à un violent conflit. Parmi les principales questions à trancher, l'avenir de la force militaire déployée dans le pays qui avait été mise en place pour remplacer celle d'une autre organisation régionale, la communauté d'Afrique de l'Est Souleymane. Au Cameroun, 20 personnes arrêtées après l'assassinat de 2 chercheurs. Une dizaine de jours après la mort de 2 chercheurs de l'Institut de recherche géologique et minière, 20 personnes suspectées d'avoir participé à leur assassinat ont été interpellées. Les autorités locales ont quant à elles autorisé l'exhumation des corps des victimes. Comme Sandiane Faye. 24 heures après leur interpellation, l'audition des 20 personnes suspectées d'avoir pris part à l'assassinat des 2 chercheurs de l'Institut de recherche géologique de Garoua, Frédéric Mounsi et Bienvenu Bello, ainsi que leur guide Omarou Kalebé, dans l'extrême nord du Cameroun, poursuivis après que les avocats des familles des 3 victimes espèrent que la procédure ouverte permettra de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé dans l'après-midi du dimanche 2 mars dans le village de Mbalda. Les élites du canton de Lara, dont Bienvenu Bello était originaire, exige, elle, une enquête indépendante, des mesures d'apaisement de la part des autorités ainsi qu'une indemnisation pour leurs proches. C'est également le cas de l'association de développement du village de Lamé où est né Frédéric Mounsi, qui demande une enquête transparente et impartiale afin que tous les coupables de ce crime odieux puissent être identifiés. L'exhumation des corps a été autorisée en début de semaine. Le ministère de la Recherche scientifique avait précisé que ces 2 chercheurs étaient partis à Soulédé en compagnie de leur guide pour y effectuer des recherches en vue de résoudre le problème d'accès à l'eau potable rencontré par les populations. C'est ainsi que les autorités locales ont autorisé hier l'exhumation de leurs dépouilles conformément aux souhaits des familles qui estiment qu'elles ont été inhumées dans la précipitation. Ces dernières pourront ensuite disposer des corps dans les cercueils scellés afin de procéder aux inhumations. Leurs avocats, quant à eux, attendent de l'opération prévue dans la matinée du vendredi 14 mars la délivrance de certificats d'autopsie juste après la conclusion du médecin légiste. Comme Sandiane Faye, voilà Souleymane, c'est tout pour ce journal international. Merci Famadion. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, tout à l'heure, nous reviendrons sur la défaite de Maître Augustin Senghor hier à l'élection des représentants de l'Afrique au comité exécutif de la FIFA. Nous analyserons cette déconvenue et plus généralement la géopolitique du football, notamment dans les instances internationales, avec nos 2 intervenants du jour, Moustapha Sadio, journaliste sportif à la RTS, et Adama Kandé, journaliste sportif à la 2S TV. RFM Sport.
L'actualité des sports justement avec vous Boubacar Diam, bonjour. Bonjour Suleiman, bonjour à tous. 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Pape Thiaw, le sélectionneur national, vient de rendre publique la liste des joueurs convoqués. C'est sa première en tant que sélectionneur national de l'équipe du Sénégal. Cette liste de Pape Thiaw, vous le savez, était très attendue. Beaucoup de cadres de l'équipe nationale sont déclarés forfaits pour ces deux rencontres importantes en raison de blessures. Pape Thiaw a donné il y a quelques instants la liste des joueurs convoqués pour ces deux matchs. Solo Thiam était présente à la conférence de presse. Solo Thiam que nous allons retrouver d'un instant à l'autre. Elle revient donc sur la conférence de presse de Pape Thiaw qui vient de publier il y a quelques instants la liste des joueurs qui sont convoqués pour les deux matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pas de surprise dans cette liste de 26 joueurs, même si l'on voit de nouvelles têtes comme Yvan Diouf, Ilay Kamara, Antoine Mendy, Cheikh Niass et Hassan Diao. On peut en déduire que Pape Bouna Thiaw n'est pas rentré bredouille de son voyage en Europe. Pour moi, c'est des Sénégalais, tout le monde sénégalais, donc il faut aller les démarcher, il faut aller les parler et leur présenter le projet et voir aussi leur état d'esprit et voir leur envie de porter ce maillot. Pour moi, ça c'est le plus important. Et c'est tous les jours que j'ai vus, ça s'est très bien passé. Et j'ai bien discuté avec Hassan, qui m'a montré que son choix, c'était un choix du cœur. C'est quelque chose qu'il a toujours rêvé de représenter le Sénégal, son pays natal. Il ne faut pas oublier également le seul joueur local qui figure dans cette liste. Il s'agit de Richard Sagna de l'AS Douanes. C'est un joueur qui a montré de très belles choses, qui est constant, qui montre des choses merveilleuses. Et je le suis depuis un bon bout de temps parce que je le connais. Moi, je suis un amateur du football local. Même hier, j'étais au stade Amadou Barry pour suivre une belle affiche. Voilà. Et bon, pour moi, comme je vous l'ai dit au début de la conférence de presse, je ne suis pas dans la chose locale, du national, de ce genre de choses. La sélection, c'est au mérite. C'est au mérite. Demain, si je dois appeler 7 locaux, ils seront 7 locaux sur la liste. Le Sénégal va vers 2 rencontres très importantes, mais des questions se posent sur le déplacement des Lions vers la Libye pour affronter le Soudan. Pape Thiaw rassure. Notre État et notre fédération vont tout mettre pour nous mettre dans de très très bonnes conditions. Et je pense surtout entre ces deux matchs il y a 2 jours d'écart. C'est important surtout pour la récupération. Et là, depuis un bon bout de temps, on a vu que l'État et aussi notre fédération nous met un avion qui nous permettent de rentrer de suite après les matchs. Le Sénégal affronte le Soudan le 22 mars à Benghazi et va accueillir Togo le 25 mars au stade Abdoulaye Wade. Le regroupement démarre ce lundi. Solo Thiam, vous l'avez dit, donc ces 2 matchs, c'est pour ce mois de mars. Le 22, le Sénégal qui sera en Libye pour jouer contre le Soudan, et le 25, le Sénégal reçoit le Togo au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. C'est à 21h, football toujours, mais cette fois-ci c'est en Europe avec les 8e de finale retour de la Ligue Europa à 17h45. Olympiakos FK Bodo Glimt, Eintracht Francfort qui reçoit l'Ajax, Lazio, Virtus Plens, et à 17h45 toujours Athletic Bilbao qui reçoit la Roma, et à 20h Rangers Fenerbahçe, Olympique de Lyon, FCSB, et à 20h toujours Tottenham qui joue contre Al-Azkar, et Manchester United qui reçoit Suleiman la Real Sociedad. Lutte avec frappe, Ama Baldé attendu au CNG de lutte aujourd'hui. C'est la seconde fois que le lutteur de Pékin se rend au CNG de lutte depuis son combat avec Franc. Ama Baldé pourrait toucher son reliquat bloqué depuis lors, mais il ne devrait pas échapper à une suspension. Son adversaire de janvier dernier, Franc, a fait l'objet d'une suspension de 3 mois, dont 1 mois ferme, et d'une sanction financière de 1 880 000 francs CFA. Beaucoup d'amateurs de lutte pensent qu'Ama Baldé pourrait s'en sortir avec une pareille sanction. Certains pensent même qu'il est le principal responsable de leur bagarre lors du face-à-face d'avant combat. Suleiman, c'était tout pour cette page des sports. Merci Boubacar. Electronic Corp et Beko vous offrent votre revue de presse.
La presse du jour lue et commentée par Youssouf Bodian. Bonjour. À la une, le football avec l'élection au conseil de la FIFA qui s'est déroulée hier au Caire. Ça ne passe pas pour Maître Augustin Senghor qui était parmi les candidats. Le gros camouflé, titre Wiw Sport. La conséquence, Maître Augustin Senghor démissionne de son poste de premier vice-président de la Confédération africaine de football, annonce Rewmi Sport. Le président de la Fédération sénégalaise de football devient membre simple de la CAF, précise Tribune Sport. L'observateur qui propose à ses lecteurs une autopsie de la défaite de Maître Senghor qui prend la parole à la une de Quotidien, je cite, le problème c'est nous autres Africains. Fin de citation. Le désormais ex-premier vice-président de la CAF de poursuivre dans Record, je cite, je me vois mal diriger des gens qui m'ont battu. Fin de citation. Le quotidien sportif du groupe Futur Média qui s'intéresse également à la liste de Pape Thiaw pour les 2 prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une liste qui sera dévoilée ce matin. Ilaï Kamara et Hassan Diao ont été convoqués selon Record. Le nouveau régime s'attaque au lotissement non conforme. Selon l'observateur, le gouvernement annule des lotissements à Dakar, Thiès et Saint-Louis pour non-respect des procédures fixées par la réglementation en la matière. Le journal du groupe Futur Média informe que le Premier ministre a demandé aux ministres concernés de prendre les dispositions appropriées en vue de la finalisation des travaux de contrôle, une décision qui devrait provoquer des drames familiaux de l'avis de nos confrères du journal Les Échos qui donne plus de détails. Il s'agit des lotissements EEGN 1 et EEGN Extension, le PUD de la nouvelle ville de Thiès, le hangar des pèlerins à Yoff, où il y a plusieurs annulations suite aux réserves de l'ASECNA, l'ANACIM et de l'armée de l'air. Beaucoup d'annulations enregistrées également à Guédiawaye. Sonko rase tout selon Walf Quotidien. L'AS considère que Sonko rend public ses mesures correctives face aux abus notoires dans la gestion du foncier. L'État fait du surplace, titre Le Quotidien, qui signale que le Premier ministre revient sur des mesures annoncées depuis janvier. En politique, la loi Amadouba fait polémique. L'opposition crie haro sur le pouvoir, titre L'Info qui rapporte les propos de Maître Oumar Youm qui déclare, je cite, on nous avait promis la loi d'amnistie. En lieu et place, on nous sort une indigne loi interprétative. Fin de citation. Source A fait état de tirs groupés contre Pastef. L'AS parle d'une levée de bouclier et donne la parole au député Thierno Alassane Sall qui considère que Pastef prône une justice à 2 vitesses, ce qui fait dire à Tribune que le législateur pastéfien veut protéger des délinquants. Un avis que ne partage pas Badara Pouy du mouvement des cadres de Pastef. Dans Vox Populi, il explique qu'une abrogation partielle va permettre de condamner les crimes de sang perpétrés par des tortionnaires. Fin de citation. Vox Populi qui annonce donc que Guy Marius Sagna va introduire un amendement pour plus de précision. Une révision du texte, c'est ce que réclament aussi des victimes. Dans Enquête, ils dénoncent une justice à 2 vitesses. Les déboires se poursuivent pour les responsables et proches de l'ancien régime. Tahirou Sarr, en prison, a déposé une nouvelle caution à 419 milliards de francs CFA. Selon l'Observateur, l'homme d'affaires a déposé sa requête auprès de l'agent judiciaire de l'État. Le journal du groupe Futur Média qui s'intéresse aussi à l'ancien ministre Moustapha Diop qui devrait perdre son immunité parlementaire. L'Obs retrace le parcours sinueux d'un dandy politique. Et puis Libération qui s'intéresse ce matin à une affaire de délinquance fiscale présumée autour des projets Sangomar et GTA. Le fisc sur le front judiciaire pour recouvrer près de 49 milliards de francs CFA. Et puis Libération qui s'intéresse ce matin à une affaire de délinquance fiscale présumée autour des projets Sangomar et GTA. Le fisc sur le front judiciaire pour recouvrer un peu plus de 49 milliards de francs CFA. Bonne lecture à tous. Electronic Corp et Beko vous ont offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? 12h38, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Au lendemain de la défaite de Maître Augustin Senghor à l'élection des représentants de l'Afrique au comité exécutif de la FIFA, nous tenterons de comprendre cette déconvenue et plus généralement nous analyserons la géopolitique des sports en général, du football en particulier, notamment dans les instances internationales. Et pour en parler, nous sommes déjà en ligne et en direct avec l'un de nos intervenants du jour, Moustapha Sadio, bonjour. Bonjour Elhadji Diogo. C'est Souleymane Niang à l'antenne. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour discuter de ce sujet passionnant. Vous êtes journaliste sportif à la RTS. Je le disais tout à l'heure, hier,
Maître Augustin Senghor, pourtant fort des résultats du football sénégalais ces dernières années, auréolé d'une excellente réputation en matière de gouvernance ou de bonne gouvernance, et même fort de son poste de premier vice-président de la CAF, a pourtant perdu cette élection qu'il pensait gagner, apparemment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Augustin Senghor a-t-il manqué de vice, même si c'est pas une qualité, ou de sens géopolitique à ce niveau-là, d'après vous? Je pense que il a manqué des deux. Il a manqué de vice dans le milieu des institutions internationales, que ce soit dans le sport, mais également dans tous les autres domaines, que ce soit au niveau des Nations Unies et autres. Il faut avoir un sens de la politique, ce qu'il n'a pas forcément, même si quand même il était, on va dire, le premier vice-président de la Confédération africaine. Mais cela est passé un petit peu pour noyer sa candidature justement de président en 2021, lorsqu'il devait faire face au Mauritanien Ahmed Yahya et surtout au milliardaire sud-africain Patrice Motsepe. Mais là, je pense qu'en 4 ans, il n'a pas réussi à tisser les fils nécessaires justement pour lui permettre d'intégrer enfin le Conseil de la FIFA. Mais je pense aussi qu'il a manqué de soutien au niveau des institutions sportives au Sénégal. Ni le ministère des Sports, ni l'État du Sénégal ne l'a soutenu publiquement, même s'il faut relativiser aussi, parce que même un soutien de son État ne lui aurait pas garanti, en tout cas. D'autant plus qu'on demande à l'État de se tenir quand même à l'écart des instances du football, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international aussi. Effectivement, il y a ce risque d'ingérence que la FIFA sanctionne souvent par une dissolution des fédérations qui force justement à passer par, on va dire, un comité de normalisation, ce que beaucoup de pays ont connu, ce que nous aussi nous avons connu en 2008-2009, justement, ce qui a porté à la tête de cette fédération-là, Maître Augustin Senghor. Cela dit, dans ce cas spécifique, il n'est pas clairement interdit aux États de s'en mêler, au moins de soutenir, de donner certaines garanties d'un soutien, on va dire, symbolique. Ce qui n'a pas permis, par exemple, à Pinnick, l'ancien président de la Fédération nigériane de football, de conserver sa place, lui qui était déjà au niveau du Conseil de la FIFA, qui a perdu, qui est le premier recalé des 12. Parce qu'il n'avait pas le soutien de son État. Et il avait le soutien de son État. Il avait le soutien du président nigérian. Il avait le soutien même de l'actuelle fédération nigériane. Et ça ne lui a quand même pas permis. Il le disait d'ailleurs sur Twitter. J'avais confiance pour avoir au moins 40 voix. Il n'en a pas eu. Il n'en a eu que 29. Et Dieu sait si le Nigeria est une puissance à tout point démographique. De vue. D'où ce que vous dites, il faut relativiser l'impact du manque de soutien, notamment de l'État du Sénégal. Alors, si vous permettez, Moustapha Sadio, merci pour cette première prise de parole. Nous allons accueillir maintenant notre deuxième invité, notre deuxième intervenant, l'illustre Adama Kandé, journaliste sportif à la 2STV. Bonjour Adama. Bonjour Suleiman. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons largement entamé le débat pour essayer de comprendre un peu comment Maître Augustin Senghor a été défait hier à cette élection. Naïveté, manque de sens politique, géopolitique et même de vice. Et on parlait également du manque des instances du football sénégalais, voire de l'État du Sénégal. Vous, comment vous expliquez cette défaite, tant au niveau personnel, au niveau de Maître Augustin Senghor, qu'au niveau institutionnel? Est-ce que finalement, c'est pas le football, le monde du sport qui a radicalement changé? Les anciens codes ne marchent plus, les anciens codes par lesquels Augustin Senghor a cru pouvoir gagner cette élection-là. Alors, merci Suleiman et merci à Moustapha Sadio. J'ai entendu son intervention. Moi, je pense que pour son non-élection, Augustin a fait les frais d'une trahison. Moi, je l'analyse ainsi. Pourquoi une trahison? Parce qu'on ne peut pas être premier vice-président de la Confédération africaine de football
On ne peut pas également, si on fait un petit rappel, un petit flashback sur le passé, on se rappelle en 2021, on ne peut pas être un candidat qui était un potentiel vainqueur des élections, qui avait tout pour gagner, qui était en tout cas un concurrent sérieux à Motsepe, mais vous savez tous, avec justement la géopolitique, avec les relations et le pouvoir internationales. De l'argent aussi, c'est un milliardaire Motsepe. Oui, mais et puis, malgré le pouvoir de l'argent, mais on se rappelle que cette année-là, en 2021, si Motsepe n'avait pas utilisé, disons, on va le wollofiser, le manco, parce qu'il y avait un consensus qui a prévalu et qui a fait que même les instances de la CAF, en tout cas quelqu'un comme lui, Motsepe, comme la FIFA, ils se sont déplacés pour rencontrer le pouvoir d'alors, pour les convaincre donc de demander à M. Augustin Senghor de retirer sa candidature, ce qui a été fait, parce que tout le monde, tous les observateurs sont d'accord que cette année-là, si Augustin était parti, il avait 1000 chances de gagner donc les élections. Finalement, donc pour vous, c'est une trahison du président actuel, Motsepe. Oui, Motsepe, c'est une trahison. Vous avez votre premier vice-président de la CAF, la pièce de la monnaie. Voilà, absolument, parce que premier vice-président de la CAF. Ensuite, en 2021, voilà, en 2021, il devait se rappeler que Augustin avait accepté ce consensus en sa faveur. Aujourd'hui, la meilleure façon de rendre la monnaie, donc, c'était de dire dans cette liste qui a été liste accompagnée, encadrée, parce qu'on a même appris à la veille qu'il y avait cette liste qui circulait dans les couloirs pour dire voilà les personnes pour qui vous devez voter. Donc aujourd'hui, je pense que par reconnaissance à tout ce qu'Augustin avait laissé en faveur de Motsepe, Motsepe lui-même devait faire de sorte qu'Augustin figure sur cette liste-là et qu'il soit élu. Mais qu'est-ce que Maître Augustin Senghor aurait pu faire pour déjouer ce complot entre guillemets ou cette trahison? Est-ce qu'il avait des marges de manœuvre réelles? À mon avis, les marges de manœuvre étaient, parce que le temps était court. Vous vous rappelez récemment le protocole de Nouakchott dont on a parlé, cette rencontre où pratiquement tout a été décidé. Alors, on a eu écho de ça. Peut-être que lui-même a eu écho de ça. Mais il se disait quand même que jusqu'au bout, c'est pourquoi à un moment donné, quand les gens ont dit on y va au consensus, et il a dit on y va aux élections. Ils sont partis aux élections. Puis il se disait que quand même, compte tenu de tout ce qu'il a fait, sa loyauté, le fait d'avoir aussi accompli un travail aux côtés de Motsepe, parce que n'oublions pas que le premier vice-président, les gens sont d'accord qu'il a abattu un travail extraordinaire au niveau de la Confédération africaine de football. Juste ici, nous Sénégalais, on était fiers de ce qu'il faisait à la tête de la Confédération en tant que premier vice-président, donc faisant partie des décideurs. Donc pour moi, c'est une trahison. Aujourd'hui, Motsepe, encore une fois, aurait pu encadrer cette soi-disant liste qui a été accompagnée et encadrée pour donc obtenir les faveurs des votants. Alors, Moustapha, est-ce qu'il est passé le temps des leaders sénégalais de grandes organisations sportives internationales? On se rappelle de feu Lamine Diack, bien naturellement, à la tête de l'instance de l'athlétisme. Et est-ce que, plus particulièrement en ce qui concerne la FIFA, le fait que Fatma Samoura, qui était la secrétaire générale de l'organisation, ait eu quand même un mandat assez long à ce poste-là, est-ce que ça a pu jouer? Est-ce qu'il y a, comment dire, des critères de nationalité, de rotation qu'on pourrait prendre en compte dans l'analyse? Je pense pas. Je crois pas. Malheureusement, même quand elle était secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura n'était pas forcément un grand soutien de Maître Augustin Senghor. Et à l'époque, on le déplorait. Adama Kandé est bien placé pour le savoir. Et cette partie où on parle de trahison, effectivement, on pourrait parler de trahison un peu du fait que Maître Augustin Senghor et Ahmed Yahya avaient renoncé justement à aller à l'élection face à Patrice Motsepe pour un consensus qui leur a valu d'être premier et deuxième vice-président respectivement. Cela dit, on a vécu la même chose au niveau de la Fédération sénégalaise de football quand en 2017, Maître Augustin Senghor a parlé d'un troisième et dernier mandat à la tête de cette FSF-là pour ensuite permettre justement à Sayer Seck de le succéder en 2021, ce qui n'a pas été le cas avec, on va dire, d'autres tractations qui ont éjecté Sayer justement de cette trajectoire-là. Donc en réalité,
les instances fonctionnent comme ça, si à la Fédération sénégalaise de football on fonctionne comme ça, il ne faut pas s'étonner que ça fonctionne ainsi. Ça se joue aux relations, au carnet d'adresse, à l'influence et à beaucoup d'autres choses. Malheureusement, il ne nous reste plus qu'une minute. Je voudrais entendre Adama Kandé justement sur l'avenir de Maître Augustin Senghor. Bien naturellement, il y avait le flou autour de cette histoire de Fédération sénégalaise de football. Bon, enfin, flou légèrement éclairci maintenant. Mais c'est surtout à la CAF où on annonce sa démission de son poste de premier vice-président. Même après cette démission, est-ce qu'il continuera à avoir une place même au sein de la CAF, sinon à titre purement statutaire? Voilà, je pense que c'est important de le souligner, Souleymane, parce que lui-même, juste après le verdict, il a décidé de rendre le tablier en tant que premier vice-président. Donc, il dit qu'il ne peut pas gouverner des gens qui l'ont battu aux élections. Il ne peut pas les diriger. Donc, aujourd'hui, il reste simple membre du comité exécutif. Cela veut dire je pense que c'est une suite logique. Voilà, c'est une suite logique. Maintenant, c'est vrai qu'il ne va plus avoir les coups de franche qu'il avait, le pouvoir qu'il avait comme avant. Maintenant, c'est un simple membre. Voilà, il n'est pas premier vice-président. Mais je pense que d'abord, c'est une suite logique. Ensuite, le fait d'y rester, en attendant peut-être de voir la suite des événements. Et la suite des événements, c'est ce qui va se passer au Sénégal. Puisque tout le monde se rappelle qu'il avait fait des déclarations en disant, quand on lui a posé la question de savoir s'il va postuler pour un 5e mandat à la tête de la Fédération sénégalaise de football, il disait attendre après le mois de mars. Donc, il attendait ces élections. Beaucoup d'observateurs sénégalais pensaient que en intégrant le conseil de la FIFA, il allait renoncer à une 5e candidature. Mais moi, je pense que même en n'accédant pas au conseil de la FIFA, je ne le vois pas postuler pour un 5e mandat. Je ne crois pas. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu, donc ou dans les dans les couloirs de la fédération de football, mais je sais que peut-être que ses proches vont lui déconseiller de prétendre à un 5e mandat, même si il peut prétendre à un 5e mandat, même si il a encore la confiance de certains de ses pairs. Mais quand on arrive à un certain niveau, on a pratiquement tout gagné. On a fait un mandat où on a ramené la première Coupe d'Afrique au Sénégal. Il y a une année où on a pratiquement raflé tous les trophées. Donc le bilan est élogieux avec tout ce qui se fait du côté de Guerrero et Toubab Diarra. Tout ça, c'est positif si on le met sur la balance. Aujourd'hui, sortir par la grande porte signifierait pour lui de dire, écoutez, j'ai tout fait, peut-être que vous, mes proches ou mes parents, certains d'entre vous voudraient que je continue, mais je pense que c'est le moment de partir. Parce que n'oubliez pas qu'on peut partir et même revenir après, en cas de besoin. Si jamais ça ne va pas, s'il y a des problèmes, les gens pourraient dire, celui-là, il nous avait rendu en service. Donc aujourd'hui, il faut aller le chercher pour qu'il revienne aux commandes. Merci, donc, moi, je pense que la meilleure façon, c'est de procéder ainsi. Merci Adama Kandé. Nous serons édifiés dans les prochaines semaines, prochains mois. Merci également à Moustapha Sadio. Je rappelle qu'on vous retrouvera tous les deux dans la version Wolof de ce débat. À 12h52, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer et à vous la présenter. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef d'édition Barthélémy Ngom, Mamas Toukan à la réalisation, à la mise en onde, Aliouba et à la production Kaderlo. À 13h, vous avez rendez-vous avec Barthélémy Ngom pour le grand journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur la RFM. Au revoir.